Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Mosley, tout le monde est mobilisé pour le dialogue. Bonjour DAF Fresh, bonjour les associations, tout le monde vient, chacun maintenant son idée. Hein? Tout le monde veut révolutionner la mentalité. Ben, il faut savoir que nous sommes quand même dans une période assez exceptionnelle, dans la mesure où nous abordons une phase assez intéressante de notre politique, parce qu'il s'agit ici de pouvoir arriver à une situation qui ferait qu'on va essayer un tout petit peu de travailler au renouvellement aussi bien de l'élite politique, associative, ou même encore de la manière de fonctionner du pays. Donc du coup, on va avoir nécessairement une émulation. On a nécessairement une émulation du fait que beaucoup parmi la population sont dans l'optique que chacun voudrait que ses propositions ou son engagement soient plus ou moins retenus ou qu'il y ait une certaine attention autour des propositions qui pourraient être faites par X ou Y. Et c'est normal qu'on ait aussi cette mobilisation aussi bien des jeunes, des associations, des partis politiques, de la société civile, étant donné que c'est un rendez-vous de toutes les forces de la nation, quoique aujourd'hui, à la suite de la publication de la liste des participants, parce qu'il faut savoir que le président de la transition a pris le décret hier, le 26 mars 2024, pour pouvoir nommer les personnes qui vont participer au dialogue national inclusif qui va se tenir sur 2 sites, notamment au gymnase de Petit Paris, mais également au stade de l'Amitié d'Angondje, sachant que le gymnase va accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture, alors que les travaux vont se dérouler au stade d'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Et à ce moment-là, on est vraisemblablement dans une situation où beaucoup de personnes sont réellement engagées, motivées à pouvoir jouer un rôle particulier. Et aujourd'hui, on ne peut qu'assister à cette situation parce que ce qui a été promis, c'est qu'on a une large concertation. Et cette large concertation doit pouvoir réfléchir sur l'ensemble des, on va dire, des pans qui régissent le fonctionnement de notre société, dont on a parlé de l'institutionnel. D'ailleurs, le CTRI, qui est le Comité pour la transition et la restauration des institutions, tient bien son nom dans la mesure où l'ambition première, c'est de doter le Gabon au sortir de la transition des institutions fortes, à commencer par, évidemment, la mise en place d'une constitution qui sera, on va dire, un texte que plus personne n'aura à vouloir modifier au gré de ses intérêts ou au gré de ses ambitions. Donc, il y a déjà ce premier fait. Ensuite, on pourra choisir le modèle politique qui pourrait être le nôtre. Déjà, on peut partir du régime semi-parlementaire qu'on a aujourd'hui, ou semi-présidentiel, pardon, qu'on a aujourd'hui pour un gouvernement totalement présidentiel. Ou parlementaire comme au Togo. Ou parlementaire présidentielle, parce que tu sais que dernièrement, par exemple, l'ancien Premier ministre Julien Korbe-Kalé, lors d'une conférence de presse, il a proposé qu'on supprime le poste de Premier ministre. Parce qu'il estime... Pourquoi il n'a pas proposé ça quand il était Premier ministre? Mais il n'y avait pas il y avait pas urgence, peut-être qu'il y avait encore l'intérêt. Mais il faut savoir que l'idée de pouvoir supprimer ce poste de Premier ministre ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà dans les années 90, au plus fort même, ou du moins sinon au lendemain de la fin de la période de parti unique, Léon Mebiam, par exemple, avait indiqué qu'il n'a jamais rien géré et que tout était géré par le chef de l'État. Et voir la manière dont les choses ont toujours été faites dans notre pays, en termes de gouvernance bien sûr, on sent, on arrive à lire dans un certain nombre de discours de certaines personnes ou bien encore des autorités de façon générale qu'il n'y a qu'une seule lumière, c'est le chef de l'État. Donc dès cet instant, faire fi de l'organisation institutionnelle qui est la nôtre aujourd'hui avec un Premier ministre et un chef de l'État, eh bien, si on venait à enlever le Premier ministre, ça ne va pas réellement impacter la vie politique nationale dans la mesure où... tout à fait, je suis d'accord. On voit par exemple... Dans la mesure où le président est la clé de vote. La clé de vote de toutes les institutions, et tu le dis si bien. Donc, à partir de là, c'est une idée à creuser. Et beaucoup ont d'ailleurs eu pendant longtemps à le proposer. Je me rappelle encore du professeur...
Non. Oui, Mosley. Je me rappelle encore du professeur Bonaventure qui proposait également à un certain moment la suppression, par exemple, du Sénat, mais également de ce poste de Premier ministre parce que à un moment donné, ça pèse dans le budget de l'État, mais surtout que ce sont parfois des doublons. Quand vous écoutez, par exemple, les discours, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ministres lors des sorties, on ne vous dira jamais sous la haute inspiration du Premier ministre, c'est toujours sous la haute inspiration du chef de l'État, son Excellence XXY. Donc, à partir de cet instant, ça veut dire que c'est le président qui dicte la marche à suivre. Et si on voit même le texte qui régit actuellement la transition, la charte de la transition, les ministres sont comptables devant le président de la République, et non devant le Premier ministre. Donc, ça veut dire que c'est une idée à creuser, c'est une idée qu'on peut réellement mettre en œuvre, mais on peut aussi aller sous le coup, comme tu le disais tout à l'heure, d'un régime parlementaire qui est aussi l'émanation de la dynamique politique du pays. En fonction du parti qui parvient à gagner les scrutins, on peut facilement arriver à pouvoir plus ou moins offrir un gestionnaire, donc un Premier ministre qui soit capable de mener la politique du pays. Et le chef de l'État n'aura qu'un titre honorifique avec un certain nombre de petits pouvoirs, un peu comme en Italie, où vous avez le président du Conseil, mais il y a le chef de l'État, que beaucoup parmi nous ne connaissent pas, mais qui a un rôle institutionnel, mais sans qu'il y ait une véritable emprise sur le fonctionnement de l'État. Ensuite, on peut arriver à une, on va dire, révision de la carte politique du pays, notamment en ce qui concerne le découpage territorial sur le plan administratif, mais surtout et encore plus de découpage électoral. Parce que ce que vous savez que beaucoup ont toujours eu à mettre en avant l'idée qu'il y avait un très mauvais découpage administratif et politique, donc électoral au niveau de notre pays. Ce qui fait que vous avez, par exemple, des députés qui sont élus parfois avec 2-3 villages qui ne représentent même pas on va dire le taux exigé en termes de votants. Par exemple, pour avoir un bureau de vote au Gabon, c'est 500 électeurs. Or, vous avez des gens qui sont souvent élus à moins de 500 électeurs parce que on a taillé leur circonscription à la mesure peut-être de leur personne ou à la mesure de la volonté des XY de pouvoir avoir une même liste dans la zone. Bon, concrètement, comment se fait un dialogue? Alors, un dialogue, ça dépend de la configuration et des objectifs poursuivis. Non, laisse des objectifs. Matériellement, ça se passe comment? Mais le dialogue, c'est une rencontre. On vient le matin à 8h. On rentre dans la salle. Vas-y, explique. Alors, un dialogue, déjà, est organisé de telle sorte qu'il y ait ce qu'on appelle des commissions. D'accord. Et ces commissions-là, on peut dire, en d'autres termes, on peut dire des ateliers. Et chaque atelier a un thème spécifique. Et en fonction du thème spécifique, les commissaires ou encore les membres de l'atelier ont le devoir d'analyser. Pour le cas d'espèces, nous avons eu des propositions qui ont été faites par l'ensemble de la communauté. Donc, on a regroupé ces propositions-là par thématique, donc par nom de commission, si on veut. Donc, les commissaires auront le devoir d'analyser toutes les propositions qui ont été faites et c'est sur la base de la pertinence de ces propositions qu'ils vont sortir un rapport à la fin des travaux. Donc, normalement, le travail, c'est vous venez le matin. Je vais prendre un truc comme ça. On dit commission éducation, enseignement supérieur, recherche et consorts. On transfère les technologies si on veut. Et puis, on dit la première semaine, puisque ça va tenir sur 3-4 semaines, la première semaine, on va d'abord aborder les questions en rapport avec l'éducation. On prend en compte toutes les thématiques proposées autour de l'éducation. Ça, c'est ce qui devrait être fait si on a un point minimum de bon sens. On traite toutes les thématiques en rapport avec l'éducation. La semaine qui suit, on engage des questions d'enseignement supérieur. La semaine d'après, les questions en rapport avec la recherche. Ça, c'est pour une commission. Ça, c'est la commission. Et les autres commissions? Les autres commissions ont également leur thématique et devraient avoir le même modus operandi. Donc, le même mode opératoire. Oui, non, on avait compris. On comprend le latin ici. On comprend le latin. Pour pouvoir arriver à proposer à la fin un rapport. Parce qu'il faut savoir que... Donc, chaque commission va produire un rapport. Chaque commission va produire un rapport et il y aura un rapport général. D'accord. Donc,
le rapporteur doit pouvoir, les rapporteurs de chaque commission doivent pouvoir à la fin du dialogue lire ce qui ressort de leur atelier, des différentes thématiques qui leur ont été soumises et qui va pouvoir joindre ce rapport-là au rapport de l'ensemble des autres commissions ou des autres ateliers. Et ensemble, on va avoir un rapport général qui doit être remis au chef de l'État. Ça peut être sous forme de recommandation, ça peut être sous forme de proposition. Mais là, tu es déjà sorti du dialogue. Là. On était dans le dialogue, oui, dans les éléments constitutifs, pratiques, thématiques. Parce que dans les éléments du dialogue, c'est ce que je viens de dire. C'est que vous venez vous discuter sur des points précis. On discute comment? Bonjour René. Est-ce que chacun a la parole pendant 10-15 minutes? Ça se passe comment? Explique-nous, gars. Les ateliers, vous savez que il est 7 heures, on arrive à Ngondje. Oui. Il y a le président de la commission, non? Oui. René, c'est toi le président de notre commission. Mais pourquoi tu arrives en retard? Dis, réponds, il y avait les embouteillages. Il y avait les embouteillages, c'était du côté du lycée d'État. D'accord. Oui. Après, tu prends maintenant le lead. Voilà, après tu organises. Tu ouvres les travaux de la journée. Donc, je représente peut-être la commission. Il y a par exemple, pour les artistes, il y a 10 personnes. Donc, par exemple, si. Culturel et tout ce qui s'ensuit. Ok. Est-ce qu'on s'est déjà réunis avec les 10 autres ou est-ce qu'on. Je sais donc, pas comment. Tu m'as demandé à Melchior bien quels sont les problèmes des réalisateurs. Parce que lui représente par exemple le cinéma. On a le sujet pour le cas du Gabon, le sujet ne sera plus de dire quels sont les problèmes. De venir faire des propositions maintenant. Parce que les propositions qui ont été faites, les contributions qui ont été envoyées abordent déjà l'ensemble des difficultés qu'on pourrait rencontrer dans un secteur X ou Y. Okay. C'était la raison pour laquelle... Donc, ça veut dire qu'il y a une commission du dialogue qui va donner à chaque sous-commission une thématique par rapport aux propositions qu'ils ont eues sur Internet. La commission, du moins, chaque commission a des thématiques précises. Donc, ça veut dire qu'on va prendre toutes les propositions. Par exemple, les propositions qui concernent le cinéma, on va prendre et puis on va donner à la commission culturelle, voilà, et tout ce qui peut s'en suivre. Ça dépend de comment on va les compacter pour en faire une commission. Maintenant, là-dedans, parce qu'il faut savoir que la commission aura non seulement des politiques, les membres du CTRI, mais aussi des personnes ressources et des acteurs eux-mêmes. C'est pourquoi il y a un large panel. Et cela, je comprends maintenant pourquoi il y a les personnes ressources. Exactement. Qualifiées dans les domaines. C'est la liste qui est dans l'Union. Exactement. Et c'est pourquoi vous aurez des gens comme Melchisedec qui vont dire, dans le cinéma, ce qui a été proposé là, je pense que la personne a peut-être fait une proposition allant dans le sens de pouvoir peut-être stimuler un peu plus la dynamique, mais pour que ça soit plus percutant, on peut ajouter ci, on peut ajouter ça, on peut enlever ci, on peut enlever ça. D'accord. Il y aura peut-être Van Mabadi, il y aura peut-être le Imunga Ivanga. Je dis des trucs comme ça. À la levée. Et il peut y avoir des gens qui ont une réelle compréhension de la chose et qui vont dire, bon, parce que les commissions vont aussi tenir compte des capacités du pays. En termes économiques, de budget. Parce que si, tant est que les recommandations, du moins le rapport final, doit être suivi d'application réelle comme on dit, dans la vie réelle, eh ben, il faudra... Mais donc, ce n'est pas un dialogue politique alors? C'est pourquoi on parle de dialogue national inclusif. Ce n'est pas un dialogue politique. Ça n'a rien à voir avec les accords de Paris. Non, rien à voir avec les accords de Paris, rien à voir avec même la conférence nationale, ni les accords de Rambo, encore moins la concertation politique. Ça, c'est un dialogue de réflexion nationale. C'est un dialogue qui va réfléchir sur les bases à donner pour le Gabon de demain. D'accord. Et c'est pourquoi il y a tout ce panel qu'on a envoyé, près de 600 personnes, qui vont discuter de long en large. Et c'est pourquoi on prend suffisamment de temps. En principe, si on partait juste pour des questions politiques, une semaine aurait suffi. Sinon, 2 semaines au trop. Ah, une semaine, c'est bon. Voilà. Mais parce qu'il va falloir réfléchir sur quelle est l'orientation à donner à notre pays à la fin de la transition. Après avoir eu à organiser ce dialogue, il faut qu'on ait un regard beaucoup plus pointu dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Non seulement à partir des contributions qui ont été faites,
mais les personnes ressources et les participants des différentes commissions qui sont normalement, qui devraient être des gens aguerris, doivent pouvoir faire en sorte qu'il y ait un travail efficient qui aille jusqu'à réfléchir jusqu'à la plus petite donnée possible qui peut assurer l'émancipation et le développement socio-économique de notre pays. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller lire les contributions et dire « ouais, c'est bon, oh non, c'est pas bon ». Non, il s'agit d'aller dire, par exemple, la question du développement des villages aujourd'hui. Vous avez nos villages. Et c'est quoi un village? Il faut déterminer ce que c'est un village. Un village représente quoi pour notre pays? Est-ce simplement des gens issus qui se reconnaissent d'un ancêtre commun et qui ont des liens de sang? Et qui sont dans un territoire. Et qui ont choisi de s'établir dans un espace bien donné par rapport à leurs besoins naturels. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que le village peut être considéré comme une entité politique et administrative? Dans ce cas, quel statut on lui donne? Est-ce que le chef de village, de la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, est toujours une norme, du moins répond encore aux normes, du moins ou bien correspondrait au niveau de développement qu'on voudrait aujourd'hui pour ces villages. Parce que le chef de village tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pratiquement aucun pouvoir. Il gère rien. Même l'impôt, à l'époque, quand j'étais enfant, au nord, on appelait ça un foncier. J'imagine, ça c'est sûrement l'impôt foncier. Foncier, tu vois. Voilà. L'impôt foncier qu'il prétendait collecter n'est plus au rendez-vous. Le recensement qu'il était le leur par rapport aux habitants, ils ne le font plus. Je ne crois pas. Et même la capacité à pouvoir régler les litiges entre les populations sous leur autorité, ce n'est même plus au rendez-vous. Les gens préfèrent désormais quitter les villages pour aller se plaindre en ville. Parce que là aussi, il y a un environnement qui n'est plus peut-être adapté au niveau d'attente des populations. Donc on va dire, en rentrant dans la modernité, comment va s'inscrire désormais le chef de village et le village? Ah d'accord. Okay. Est-ce qu'on doit continuer à évoluer dans un esprit de village singulier où on doit aller vers des regroupements et que ces regroupements bénéficient d'un statut juridique? Par exemple, on pourrait leur donner le statut de commune rurale. Et on va établir une municipalité dans un endroit, du moins le village le plus important, et on met les commodités, des installations sociales qui sont de nature à pouvoir les accompagner, les écoles, les structures de santé et tout ce qui s'ensuit, le centre d'état civil, ces mécanismes-là, pour que l'État soit au plus proche et qu'on réfléchisse à comment ces municipalités peuvent désormais être autonomes pour pouvoir garantir la capacité à fournir, par exemple, de l'électricité, à attirer des investisseurs, ce qui se fait ailleurs. Donc, il faut aller en profondeur dans l'analyse des sujets qui seront proposés. Il ne s'agira pas simplement de rester figé sur « on a fait des propositions, ces propositions sont bonnes ou mauvaises ». Non, il s'agira de donner plus. Les artistes, il faut aller en profondeur sur le statut des artistes qui a été fait voter récemment à l'époque où le ministre Max Samuel Oboumang-Diogo était encore ministre de la Culture. Il faut aller en profondeur sur les questions, je l'ai dit la dernière fois, sur le processus d'industrialisation ou de renforcement de l'industrie au Gabon. Et tout ça sera écrit. Ça doit être écrit. Et ça sera mis à la disposition du président ou bien même à la disposition de la population? Ça doit être mis à la disposition de tout Gabonais. Mais le président, évidemment, doit avoir la primauté. Oui. La primeur de pouvoir lire ce document parce que c'est lui qui va l'implémenter, du moins les 1 an avant les élections qui auront lieu le 25 août 2025, en attendant s'il décide de se présenter ou pas. Mais au sortir du dialogue, c'est lui qui aura la mission de pouvoir implémenter déjà, du moins de donner les prémices de ce que sera le Gabon de demain. Et à partir de cet instant, dès qu'il a reçu le document, on doit pouvoir le rendre, du moins on doit pouvoir rendre sa consultation démocratique, c'est-à-dire on doit pouvoir le donner à toute la population, mettre même à disposition en PDF pour ceux qui peuvent télécharger, le télécharge, on doit pouvoir le mettre même en vente quelque part, même à 500 francs, ceux qui veulent bien le lire peuvent aller le récupérer et le lire. Parce qu'il s'agit de déterminer quelle est
le Gabon que nous voulons au soir du 25 août 2025? Quel est le Gabon que nous voulons dans les prochaines 100 années? Est-ce qu'on pourra regarder? Je te pose même la question, oui, comme c'est toi qui organise. Non, bref, fini, on part. Donc, à la suite de ce dialogue, il sera donc question de pouvoir travailler à clarifier un certain nombre d'aspects de la gestion de l'État, de la vie en communauté, de la vie en société, qui jusque-là souffrent quand même de beaucoup de critiques. Pourquoi? Par exemple, la pauvreté. On peut interroger la pauvreté, on peut interroger l'exode rural, comment rendre encore nos régions reculées, dynamiques et économiquement viables. Donc ce sont des sujets qui vont être posés dans les commissions et qui méritent une réflexion pointue et très très engagée. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si vous regardez le panel des personnes ressources les plus importants, c'est le premier contingent, il a 75 membres. Vous avez par la suite le CTRI avec 64 membres. Les autres, c'est 5, 10, 18, 12. Mais en gros, on a deux groupes qui sont importants parce que le CTRI, c'est la locomotive actuelle de la transition. Et vous avez le groupe des personnes ressources qui lui aussi va apporter son expertise, son expérience, sa vision ou son regard sur comment a été géré le pays hier et où nous devons aller si on veut réussir cette transition, si on veut réussir à passer d'un État en sous-développement pour un État qui peut avoir des performances en termes économiques, politiques, sociaux et qui va pouvoir drainer des investissements étrangers et pourquoi pas stimuler de la croissance et faire en sorte que les Gabonais, dans leur grande majorité, puissent bénéficier des retombées, des richesses naturelles que produit notre pays. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Demain, on active le mode old school à 7h et on se dit bye bye, passez une bonne journée. Voici l'horoscope des auditeurs. Voici, cher... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.